Bonjour à tous, bienvenue au Grand Bain. C'est le moment de démarrer. On va accueillir pour introduire cette journée Diane Renaud, directrice générale de la French Tech Aix-Marseille Région Sud, juste après ce joli jingle. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Grand Bain. Alors, le Grand Bain, c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur à la French Tech Aix-Marseille et pour tout vous dire, qui me tient vraiment à cœur également. Alors, cette année, le thème du Grand Bain, c'est réalité, le pouvoir des imaginaires. Notre ambition, vous immerger dans la tech de demain, mais aussi prendre de la hauteur et réfléchir ensemble aux grands enjeux de la tech et ses impacts sur nos sociétés et l'environnement. Alors, on a imaginé une journée, un programme riche. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous propose qu'on plonge dans ce grand bain sans peur, sans bouée. Donc, une journée pour s'inspirer ici, avec des tables rondes. À côté, au showroom, vous allez pouvoir expérimenter les innovations du territoire, mais aussi des rencontres. Rencontrer des startups à impact, des acteurs du territoire qui sont engagés. Ce grand bain, on le veut aussi festif, joyeux. C'est un moment de partage et de convivialité à tel point qu'on ne veut plus vous quitter. Cette édition, on la poursuit jusqu'au bout de la nuit avec la nuit du grand bain. Donc je serai très heureuse de vous retrouver ce soir ici à partir de 19h30 pour qu'on trinque ensemble. En attendant, je vous souhaite une belle immersion. Nous sommes entrepreneurs, investisseurs, salariés, étudiants, artistes. Nous sommes acteurs de la tech et ne pouvons ignorer son impact sur nos vies. Nous sommes acteurs du territoire Aix-Marseille, un laboratoire qui nous permet d'imaginer, de prototyper et de développer des solutions innovantes, inclusives et durables. Nous donnons la parole à ceux qui pensent la tech au service de l'intérêt général. Nous pensons les enjeux actuels pour anticiper ceux de demain. Nous rassemblons des personnes de tous les horizons pour créer des connexions nouvelles. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes le Grand Bain. Et bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Julie Davy-Copin, la présidente de la French Tech Aix-Marseille Région Sud. Et bonjour à tous, moi je suis Sébastien Demecq, le vice-président de la French Tech. Et c'est toi, Sébastien, qui va nous accompagner toute la journée en tant qu'animateur de cette belle journée où on va se succéder des conférences et de nombreuses animations juste à côté, comme vous le précisez, Diane, juste à l'instant. Et vraiment, on est extrêmement émus aussi de pouvoir organiser cet événement aujourd'hui sur un thème qui nous est extrêmement cher, extrêmement ambitieux aussi, puisque finalement, le métaverse, on en parle tout le temps, le Web3 aussi, mais finalement, est-ce qu'on arrive à mesurer les impacts? Est-ce qu'on arrive à se l'approprier aussi? Nous, grand public, nous, entrepreneurs. Et c'est vraiment ces questions que l'on va tâcher d'y répondre aujourd'hui. Ça va être court, mais on va essayer. On va commencer peut-être par, tu nous présentes la French Tech, un peu la feuille de route de cette année et des années qui arrivent. Je te laisse. Alors la French Tech Aix-Marseille Région Sud, déjà, on est un collectif d'entrepreneurs, un collectif de personnes qui sont extrêmement engagées pour le territoire. Notre board, par exemple, est composé donc, de personnes qui ont créé leur boîte ici sur le territoire, mais également de structures d'accompagnement, d'écoles, de personnes qui sont aussi des incubateurs, qui ont envie d'accompagner et de pousser ce territoire vers le meilleur. Il y a énormément d'actions qui ont été mises en place ces dernières années. On le voit, hein, on a des startups extrêmement performantes qui lèvent des fonds, qui arrivent à avoir de l'impact sur les sujets sur lesquels elles ont décidé d'entreprendre. Mais nous, on veut vraiment aller plus loin. Nous, l'ambition de cette feuille de route, puisque toute l'équipe a été en partie renouvelée cette année, 2022 a été une grosse année pour notre association. L'ambition, c'est de faire encore mieux, c'est d'aller encore plus loin et c'est d'aller marquer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous êtes au Grand Bain, vraiment un sujet qui traite des sujets autour de la tech inclusive et durable. Et nous, c'est vraiment un pilier de notre feuille de route. Aujourd'hui, on a fait un vrai examen de conscience. Moi, je le dis régulièrement, mais c'est vrai que la tech, aujourd'hui, a un vrai défaut que d'être centrée toujours sur elle-même avec des personnes qui connaissent ces milieux-là, qui connaissent ces outils-là, ces usages et qui se l'approprient et finalement le font quelque peu un peu pour elles. Mais on a un vrai enjeu d'ouverture
Et je suis très fière aujourd'hui de me dire qu'on a des étudiants, on a des artistes qui se sont inscrits pour participer au Grand Bain, parce que tout l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de se dire qu'on va pouvoir construire des outils qui vont être utilisés par tout le monde et que tout le monde puisse se les approprier et voir l'impact concret dans nos quotidiens des nouvelles technologies et de réfléchir à notre impact. Et la question de la sobriété, on en parle beaucoup aujourd'hui. Nos startups ici sur le territoire, on est pionniers puisqu'on a le Technopole de l'Arbois déjà qui traite des sujets à impact et des green tech. Et surtout, les green tech ici, sur le territoire, c'est le premier secteur qui est représenté par nos startups. Quand on choisit d'entreprendre à Aix-Marseille French Tech, le secteur le plus représenté, c'est celui des green tech. Et au niveau des chiffres, ce que je peux vous donner, c'est qu'on est donc 450 adhérents ici donc dans notre association. Et l'écosystème start-up sur le territoire représente environ 800 start-up, donc un territoire riche qui ne cesse de grandir. Mais merci Julie. Du coup, pour toi, quel est l'impact du Grand Bain dans la feuille de route? Est-ce que c'est un événement phare? Ça fait combien de temps qu'il existe? Peut-être explique-nous, moi c'est ma première édition, donc je le connais moins bien. Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça fait quand même 1 an que tu bosses sur la préparation de ce Grand Bain. Je pense qu'on peut applaudir Sébastien et toute l'équipe aussi qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour préparer ce bel événement. Je dirais que le Grand Bain est particulier dans la mesure où on va prendre du recul. On est tous dans notre quotidien, on entend parler, je vous le disais, de ces sujets très complexes finalement. L'idée ici, c'est de prendre de la hauteur, de s'interroger et vraiment de se dire ok, ces sujets-là, j'en entends beaucoup parler, mais finalement, comment je me les approprie? Quels sont les grands enjeux qui sont liés à ces nouveaux sujets qui émergent? Et je dirais que c'est ça le Grand Bain. On se saisit de tendances, de sujets qui sont un peu à la mode, un peu trendy dans notre univers de la tech, et on le rend accessible, on vulgarise, et on prend le temps, en tout cas, de s'interroger. Donc ça, c'est ce qu'on fera ici, sur l'espace conférence. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est de l'applicatif, c'est du concret. Et ça se passera juste à côté. Et juste à côté, on a la chance d'avoir des partenaires qui ont investi un showroom génial. Donc, vous allez avoir des casques en réalité virtuelle. On va avoir vraiment des sessions d'expérience absolument dingues, notamment autour des industries culturelles et créatives. Je ne vais pas en dire plus, mais ça va être extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que l'idée, c'est de vraiment être dans du concret, de l'applicatif et de voir finalement... à côté de ce qu'on se dit et on prend beaucoup de hauteur, comment on arrive à se l'approprier dans notre quotidien. Merci Julie. Du coup, tu me fais une transition toute belle. Je vais vous présenter la journée, tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, ici, ça va être les conférences autour du métaverse, des crypto-monnaies, du Web3, le tout animé par Madines, qui va nous suivre toute la journée. Ensuite, juste à côté, nous allons avoir des prises de parole d'élus locaux qui vont venir sur scène, entrecouper un petit peu ces conférences, qui vont montrer quelles sont les actions innovantes qui ont lieu sur le territoire. Dans le showroom, à côté, comme tu parlais, des actions immersives, de la réalité virtuelle et plein d'autres choses, avec des ateliers concrets et surtout nos partenaires. Pour les citer, on a Manine, EY Venturi, Turen Capital, Yoda Consulting, BPI France, Rive9, Darkephoria et le Shift Project. De la tech, des grands groupes, du conseil, mais aussi des personnes qui travaillent sur l'impact. Donc ça représente bien le Grand Bain et la French Tech. Et enfin, des expériences inédites à découvrir vraiment toute la journée. On a une avant-première mondiale avec de la réalité virtuelle juste derrière dans le coin. Je vous invite à aller essayer. C'est assez incroyable. Et grande nouveauté pour le Grand Bain, une soirée, un concert, à partir de 19h30, ici même, on enlève les chaises, on passe en mode soirée avec Borderline, des DJ, un rappeur. Donc pour les citer, pour les plus férus d'électro et de rap, on a Carlamo, Meloco, Stellaire et Cartel, qui sont un peu la scène montante locale. Je pense qu'on a fait le tour. On peut lancer la première conférence. On passe aux choses sérieuses. Merci à tous. Donc pour commencer, on commence tout de suite avec une première séquence sur le métaverse. On va pas accueillir, malheureusement, il n'a pas pu se déplacer, mais il nous a fait une jolie vidéo. C'est Mark Stephenson, qui est le senior game designer de chez Sandbox, qui va nous faire découvrir ce métaverse leader dans le monde. So just to kind of introduce myself, my name is Mark Stevenson. I've been a game designer for 25 plus years. I've worked on many different platforms, from console to handheld to mobile,
to virtual reality, to augmented reality, and now the metaverse. I've been at the Sandbox for about a year now, and my role is a senior experience designer. So I've seen a lot of change in the world of media, gaming, entertainment, content, whatever you want to call it. And so I can kind of see where things are heading. I think the rise of Web3 is caused by people who are not happy with these large, powerful companies spying on them and are tired of that trade-off. Privacy has become more important over the past few years. So I think Web3 is just a natural evolution of solving that problem. I think the metaverse and Web3 is still developing, so I think it's too early to define exactly what it is yet. Because in my mind, it doesn't really fully exist yet. It is just a collection of things that basically solve the problems of Web 2. Without actual real people in the metaverse creating the metaverse, making the metaverse, you can't really imagine what it is. I think the metaverse will be what people, creators, whoever make it to be. I think as everyone knows, with new technology comes new opportunity. At the Sandbox, we are focused on highlighting that opportunity for creators, because I think creators will be the first people to benefit from this new opportunity. For example, in the Sandbox, creators can make their own avatars in one of our tools, VoxEdit. They can then sell them through the marketplace as NFTs. Because people in the Sandbox are represented by 3D avatars, avatars are very popular because people like to be individual. They like to look different. They like to have some individuality, which you don't really get on the web. So this creates a market for creators to sell their creations. And this is just a small, tiny part of the Sandbox. In the future, creators will create their Sandbox as they want it to be. I think we will see not only avatars, but entire lands made by groups of creators, and those lands become very popular, and we see things that can only exist in this kind of environment, the metaverse, if you want to call it that. I'm very interested to see what people actually create. At the Sandbox, we try to inspire people by creating different experiences, and hopefully new creators will build on top of those ideas and make things that we haven't even thought about yet. I think this is the fun part of my job, is seeing what people create, what new things people create. Of course, right now we are recreating the real world because that is what we know. But what about what we don't know? And I think that is really interesting. Of course, there will be large companies in the metaverse. I talk with companies every day who want to be part of the metaverse. My advice to them is usually the same. This is not the web, so they have to be able to create
engaging content, engaging interactive social content, as it will be easy to ignore if it is not beneficial in some way. The thing that I'm most excited about is new creators creating brands in the metaverse that only exist in the metaverse. I mean, that they could exist outside the metaverse, but their home is the metaverse. At the Sandbox, we are experimenting with platforms for these new, I don't know what you call them, maybe meta brands or something, by creating experiences where people can gather and socialize. For example, at the moment we have art galleries, museums, theme parks, houses, clubs, exhibition spaces, and experiences that I can't really describe. You have to see them. Hopefully new creators will take these ideas and evolve them into something that truly represents the metaverse. Because I believe just like people shape neighborhoods in cities, creators will shape the metaverse. So to answer the question about what is the metaverse, I guess we will have to wait and see what people decide it is. Bonjour à toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver. Je suis Pierre Setz, journaliste pour Badides, le média de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et je suis ravi de modérer cette prochaine table ronde que nous allons partager ensemble. Avant cela, je salue bien sûr toutes les personnes ici présentes dans la salle, je salue également toutes les personnes qui nous suivent en streaming, tout l'écosystème, toutes les entreprises, les passionnés, les curieux, ceux et celles qui vont aussi peut-être découvrir les sujets que l'on va partager ensemble. Et quel sujet? Le sujet du métaverse. Je pose la question, est-ce un oasis ou au contraire est-ce un grand mirage? Nous allons le voir avec nos intervenants. Le métaverse, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui s'invite sur toutes les bouches. On l'a vu hier avec quelques annonces du géant américain Meta. Et pourtant, le métaverse, il existe depuis bien plus longtemps. Replongeons-nous un petit peu dans l'histoire avec dès 92, l'auteur américain Neil Stephenson qui utilise le métaverse dans son œuvre de science cyberpunk que vous connaissez peut-être toutes et tous, Snow Crash, où on y découvre une sorte de pré-web où le héros de l'œuvre parvient à triompher d'un monde apocalyptique. On va également penser en 95 où Nintendo, dans le jeu vidéo, commercialise le premier casque de réalité virtuelle. C'est le Virtual Boy. Alors on ne l'a pas connu en France, mais en revanche, il a été commercialisé au Japon et aux États-Unis. En 2018, le film Ready Player One, le film de Steven Spielberg, qui décrit un univers virtuel qui a toutes les caractéristiques du métaverse. Je pense à plein d'autres références dans la fameuse série sur Netflix, mais on va aussi bien sûr basculer sur des chiffres, ces chiffres qui annoncent un bouleversement, un Big Bang économique, avec des estimations qui portent le métaverse à déjà en 2022 30 milliards de dollars. Ces chiffres-là qui pourraient être multipliés par 10 d'ici 3 ans. Le cabinet américain, Gartner, prévoit en 2026 que 30% des organisations dans le monde auront des produits et services prêts pour le métaverse. Tous les secteurs de l'économie s'y intéressent, on n'est qu'au début, vous allez le voir, et on va justement disserter avec tout cela. Quand je parle de l'économie, je pense aussi bien sûr à l'industrie où le métaverse est utilisé pour développer des prototypes, pour soulager des tâches. C'est l'exemple du groupe Airbus qui a développé son propre métaverse. Dans la santé, dans la formation, où le métaverse facilite le soin et le diagnostic et aussi l'expérimentation. Sans oublier, on l'a vu dans le divertissement, où le métaverse facilite
facilite une expérience immersive globale pour l'utilisateur. Tous les secteurs, je le disais, s'emparent du sujet. Et on va le voir effectivement avec nos invités que vous allez ici à Marseille accueillir chaleureusement. On va retrouver Dounia Adbi, Project Manager pour Crazy Ages, Morgane Boucher, Global Head Metaverse Web3 et Extended Reality pour Orange. Et enfin Mathieu Muller, Service Project Manager Ian Graphics pour Unity. Vous pouvez les applaudir, ils nous rejoignent ici sur scène. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de French Tech X Marseille, région Sud. On va tout de suite passer à cette première question. Alors c'est un peu paradoxal, hein. Je disais que le métavers c'est nouveau mais en même temps ancien. Et pourtant les Français méconnaissent le métavers puisque d'après un sondage IFOP, seulement un Français sur 3, 35% des Français connaissent, savent un petit peu définir et identifier ce qu'est le métavers. Et pourtant les initiatives fleurissent. On va le voir au travers de vos entités, au travers de l'activité de vos entreprises. Ma première question est très simple. Quelle est votre vision du métaverse? Morgane, un opérateur historique comme Orange, qui a vécu, on peut le dire, des bouleversements technologiques. Orange, c'est France Télécom, c'est la technologie, le téléphone, le Minitel, l'Internet mobile. Le métaverse sera-t-il plus disruptif que d'autres technologies? Est-ce que, justement, vous pouvez répondre à cette question? Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? C'est bon. Vaste question. Nous, chez Orange, on voit ça comme une évolution en fait. Une évolution d'abord qui part des évolutions d'usage, une évolution aussi technologique, une évolution de modèle économique. Et ces évolutions qui sont en cours depuis, on va dire, début du Web 2, donc il y a plus de 12-13 ans, sont en train de se transformer avec une approche très gamifiée de l'expérience de l'Internet. Et parce que les technologies sont prêtes, parce que les réseaux sont prêts. On dit souvent Second Life, vous l'avez évoqué en introduction, à l'époque de Second Life. Nous, on a travaillé sur Second Life, on a créé un monde Orange pour recruter, pour comprendre un peu les usages, mais sauf qu'à l'époque, le réseau, il n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Nos PC étaient extrêmement lents et on le voyait, nos avatars avançaient très très lentement. Donc vraiment une évolution technologique et d'usage qui nous amène aujourd'hui à rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle vague qu'on peut appeler Web3 si vous le souhaitez, mais qui va encore prendre du temps avant d'arriver à la vision dystopique de la science-fiction ou pas, puisque je pense que cette vision-là, elle est à la fois ancienne et je pense que collectivement, c'est à nous de raconter cette nouvelle vision. Les entreprises ont peut-être retenu les leçons du passé. On l'a vu avec Internet, cette fois-ci, le sujet est pris très au sérieux. On expérimente, c'est du test and learn, mais en revanche, voilà, un groupe comme Orange et d'autres, bien sûr, s'emparent du sujet. Dounia, Crazy Ages, c'est un projet. Vous allez peut-être un peu plus détailler, vous allez peut-être plus présenter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est un projet très global. C'est un projet très global qui est justement développé dans plusieurs villes, entre Lyon et Marseille, parce que son fondateur est marseillais. Ma question là aussi est très simple, on parle de vision du métaverse. Est-ce que les jeux vidéo participeront-ils au bon? Quand je dis au bon, c'est vraiment, je le surligne, participeront-ils au bon développement du métaverse? Bonjour à tous, donc moi je suis Dounia de Crazy Ages. Crazy Ages, du coup, c'est un projet marseillais et international. On a notre siège social à Singapour, mais l'un des cofondateurs est marseillais et tient à ce que la production majoritairement se fasse sur Marseille. On est une équipe de 50 personnes fixes sur Marseille et au total 180 personnes à l'international. Est-ce que les jeux vidéo vont participer au bon développement ou au mauvais développement du métaverse? Moi je pense que c'est surtout une question d'utilisation. Est-ce que l'utilisateur va bien utiliser le métaverse? Est-ce qu'il va plutôt passer des heures et aller sur un comportement abusif? Ou est-ce que plutôt on va tendre vers quelque chose où je sais que je m'amuse, je me développe dans le jeu vidéo, je développe ma petite vie, mon petit commerce, ou peu importe la vie qu'on a décidé de mener sur ces plateformes-là. Et derrière, c'est toutes les campagnes de prévention, etc. Donc pour moi, oui, parce qu'on participe essentiellement au développement. Ce qu'on connaît aujourd'hui, on va sur un modèle beaucoup plus basé sur, comme expliquait Morgane tout à l'heure, adapté avec nos technologies actuelles. On a des PC qui sont beaucoup plus performants, on a des consoles de jeux également qui sont beaucoup plus performantes. Donc il faut que le jeu vidéo également s'améliore et aille vers un modèle, celui du métaverse par exemple.
Alors, vous nous présenterez peut-être un peu plus en détail le projet Cross the Ages avec un jeu de cartes, un jeu vidéo, un métaverse. On y reviendra à l'occasion de cette seconde session, mais avant cela, je me tourne vers vous. Mathieu, vous chez Unity, vous pensez que justement les objets, mais aussi les humains, auront tous des jumeaux numériques? Ça veut dire quoi concrètement, finalement, quand on parle de métaverse et de jumeaux numériques? Alors les jumeaux numériques, ouais, c'est une grosse partie du métaverse. C'est le fait de représenter en fait quelque chose de réel dans le monde virtuel ou quelque chose qui va devenir réel dans le monde virtuel. Donc par exemple, on ne veut pas fabriquer un avion entier avant on ne doit pas le fabriquer avant de fabriquer la version finale. Maintenant, on fabrique un double numérique en premier. On va fabriquer une usine virtuellement d'abord avant de fabriquer son double numérique. Donc il y a tout cet aspect de représenter le réel ou le futur réel dans le numérique. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le double numérique, il a un cycle de vie qui va jusqu'au bout. Ça veut dire que le double numérique va être utilisé après pour faire tourner l'usine, pour former les gens, et puis éventuellement, par exemple, pour une voiture, on pourrait imaginer qu'elle va permettre de la designer, d'entraîner ceux qui vont la réparer, et puis aussi de vendre la voiture sur le web, de faire des images haute résolution pour le marketing et des configurateurs pour les utilisateurs. Vous remplacez les essais en laboratoire ou vous les faites évoluer? On remplace quoi, pardon? Vous remplacez les essais en laboratoire ou au contraire vous les faites évoluer? Quelle est là justement? Non, on les fait évoluer parce qu'ils sont numériques justement. Ça veut dire qu'on digitalise finalement une grosse partie de ce qui se jette parce que c'est un prototype. Ouais. On parlait de concret, on va justement agir dans le concret puisqu'on va parler respectivement avec vous trois de vos cas d'usage. Avec vous, pour commencer, peut-être Morgane, Orange, qui a développé avec sa filiale espagnole une boutique dans le métaverse, qui a aussi également développé en France une plateforme de contenu immersif, avec également des projets culturels. On le verra avec vous, on parlera aussi de Notre-Dame de Paris. Quels sont les retours d'expérience à date de ces projets lancés par Orange et surtout, est-ce que vous pouvez déjà nous les présenter? Donc, en effet, on voit tout ça comme une évolution des usages et des technologies. On a besoin d'apprendre et de comprendre quels sont les comportements des usagers, qui sont aussi des générations peut-être plus jeunes et donc qui seront demain nos collaborateurs, nos futurs clients. Donc on a besoin vraiment de comprendre tout ça. Donc on a lancé plusieurs explorations. L'une d'entre elles, c'est en effet une boutique virtuelle qu'on a lancée en Espagne qui permet, à travers un casque de réalité virtuelle, de pouvoir rentrer virtuellement dans un espace de boutique, découvrir les nouveaux produits, découvrir les prix, les spécificités de chaque produit et de passer à l'acte d'achat. On s'est aussi un petit peu amusé parce qu'on est vraiment sur un bac à sable, donc on teste des choses, à essayer d'imaginer quelle serait la relation client dans ces environnements virtuels de boutique où un conseiller client, comme dans la vraie vie, vient répondre à des questions, des interrogations de clients. Donc c'est un exemple de modèle, enfin de nouveaux modèles d'usage autour de la boutique. Et votre retour d'expérience, les retours des premiers clients qui se sont lancés un petit peu dans cette boutique. Alors du coup, on apprend beaucoup de choses. Un des enseignements, c'est quand les gens sont en recherche de la relation humaine. Et ça, je pense que c'est un point important. Donc, vont chercher le contact avec une relation, notamment d'un conseiller. Ça, c'est un premier enseignement. Et puis, à passer l'effet d'émerveillement du côté immersif, les gens sont très vite à l'aise. Ils prennent les produits, ils les jettent pour voir si vraiment il y a une interaction avec tout ça. Donc, les gens sont assez vite à l'aise, en fait, avec l'expérience et le casque VR. On a besoin d'humains derrière une expérience comme celle-ci. Exactement. Et c'est peut-être aussi important de le dire, d'humaniser un petit peu justement le métaverse. Sur les autres projets, plateforme immersive de contenu, Notre-Dame de Paris. Alors, je peux commencer sur Notre-Dame de Paris. On a, dans le cadre de l'engagement sociétal d'Orange pour la reconstruction de Notre-Dame, donc suite à l'incendie que vous connaissez, Orange, bien sûr, a participé financièrement à la reconstruction en faisant des dons, mais on a aussi souhaité rendre la technologie accessible et utile en recréant une expérience immersive de 45 minutes qui permet de revisiter Notre-Dame à travers le temps et l'espace. Et donc, pendant 45 minutes dans un lieu parisien donc qui est aujourd'hui à la Défense et qui aura un nouveau lieu à partir de janvier qui est sous le parvis Notre-Dame, donc vraiment en face. Et donc pendant 45 minutes, les gens sont équipés d'un casque VR. Ils ont un sac à dos avec un PC qui processe les milliards de polygones développés sous Unity d'ailleurs. Et donc on redécouvre la cathédrale, son histoire. Donc un guide nous accueille et on nous raconte et on déambule dans un espace qui fait 800 mètres carrés et on a l'impression d'être vraiment dans la cathédrale comme dans un jeu vidéo. Et la dimension narrative est très importante puisque
la dimension éducative, historique. On a travaillé avec les historiens du diocèse qui ont validé chaque positionnement de pavé dans les rues de Paris. Enfin, chaque élément est validé par les historiens et on a des retours extrêmement utiles, notamment des professeurs d'histoire qui sont venus avec leurs élèves et qui étaient totalement emballés de voir les élèves totalement engagés dans cette exploration historique. On a aussi vu des gens pleurer. Tellement émus par la puissance de la narration. Voilà, donc des choses très symptomatiques comme ça. Et puis plus récemment, aujourd'hui, dans une autre exploration beaucoup plus concrète. À chaque fois, on essaie d'être concret quand même parce qu'il y a beaucoup de buzzwords et à un moment donné, il faut des preuves qui fassent sens. On lance aujourd'hui, vous savez, c'est la journée de lutte contre le cyberharcèlement en France. Et donc, on lance une campagne où on crée des safe zones dans Fortnite et puis bientôt dans Roblox. Donc, dans Fortnite, on a 6 maps. Donc, ces safe zones orange sont là pour éduquer les plus jeunes au risque de cyberharcèlement avec des quiz, avec différentes actions. Ils peuvent aussi gagner des rewards, et puis in fine, et on espère qu'il y en aura très très peu, les envoyer pour ceux qui seraient en risque de cyberharcèlement vers la hotline de chaque pays, parce que du coup on a lancé ça au niveau européen, avec la hotline, donc le 3018 en France, pour répondre et accompagner sérieusement les plus jeunes. Quels sont les objectifs de toutes ces activations que vous nous présentez? C'est une démarche avant tout de test and learn. Vous avez déjà une vision bien précise et particulière dans ce dont vous voulez aller dans le métaverse? Là, l'objectif, c'est d'aller vraiment aller où sont les problèmes et montrer que la technologie et ses nouveaux usages peuvent avoir un effet positif et avoir un impact positif pour la société. Donc là, en l'occurrence, c'est pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc c'est très concret. Bien sûr, dans le même temps, on va apprendre des choses sur les comportements, aussi la manière de travailler. On dit souvent que c'est une nouvelle grammaire et donc on est aussi dans cette phase d'apprentissage où on apprend à raconter d'autres modes d'interaction avec notamment les plus jeunes, mais pas que. On est au balbutiement aussi de l'industrie. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être une forme d'impatience, et on le verra au travers de nos discussions, mais une impatience peut-être alimentée par les médias. Et donc c'est vrai qu'on se trompe peut-être aussi, parce qu'on n'en est qu'au début, et c'est une vision peut-être à plus long terme. Ça sera l'objet de prochaines questions. Dounia, avant cela, peut-être pour poursuivre sur Cross the Ages, c'est une expérience globale. On va parler avec vous de NFT, de cartes naturellement, de jeux vidéo, de livres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu, parce que pour le coup, vous êtes les experts de la diversification sur un modèle free-to-play. Vous arrivez à proposer une expérience globale avec bien sûr un modèle économique derrière. Quel est-il ? Alors pour Cross the Ages, du coup, comme je vous expliquais, on est un jeu vidéo, on est un studio de jeux vidéo où l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes avec différents éléments. Ça a commencé, c'est aussi et surtout de la passion. On a été créé, du coup, je vous expliquais, par 5 cofondateurs, dont notre Marseillais, monsieur Samy Schlagou, qui lui a entrepris il a 4 sociétés marseillaises qui sont spécialisées dans la revente et dans la production de jeux vidéo. On produit depuis des années pour Nintendo, pour Sony et pour d'autres studios comme ça qui ont besoin de ce savoir-faire en termes de production de jeux vidéo. Derrière, on a envie maintenant de créer notre propre, ce qui nous représente. Ce qui représente Samy, ça a été surtout sa passion pour les jeux de cartes, donc Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Je pense que ces noms-là vont résonner dans chacun d'entre vous, peu importe l'âge. Et c'est de se dire, je vais mélanger toutes mes passions, je vais mélanger tout ce qui m'anime et en faire quelque chose. Donc ça commence par les jeux de cartes, ça se suit par la scénarisation, pour avoir travaillé dans le cinéma, pour avoir été producteur, pour avoir été scénariste et acteur. Ok, je suis passionnée de cinéma, donc je vais également mettre ça dedans. Et après, c'est de la rencontre. Cross the Ages, aujourd'hui, on parle beaucoup de Samy Schlagou quand on va l'exprimer, parce que c'est son projet, c'est tout ce qui l'anime et tout ce qu'il représente, mais derrière, c'est toutes les rencontres qui se sont passées. C'est notamment, et en premier lieu, un livre. C'est une histoire qui a été coécrite par 6 auteurs français. On a Alain Damasio, Pablo Servigne, Norbert Merjanian, Arnaud Dolène, Héloïse Brésilion, qui tous ensemble, et Fabrice Capiciano, qui tous ensemble, qui à l'origine ne travaillent avec personne, sont chacun sur leur spécialité et sur leur type de livre, et qui ensemble coécrivent les œuvres de Cross the Ages. C'est 7 tomes. C'est des œuvres qui à la fois mélangent la science-fiction et la fantasy. On évolue dans un monde où la magie et la technologie s'affrontent, parce que l'humain, il est comme ça, il veut toujours savoir « je suis le plus fort, je détiens la vérité ». Donc ils s'affrontent, ils font la guerre malheureusement. Et c'est une sorte de reflet sur notre société actuelle. Où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on avance avec les problématiques qu'on a aujourd'hui, mais on le rend un peu fictif pour que ça ne choque pas trop, puisque l'objectif, c'est de toucher tout le monde.
On va toucher les grands lecteurs de livres qui sont habitués et qui aiment ça, qui aiment la fantasy et la science-fiction. On va toucher la jeunesse, qui pour le coup a une plus grosse fracture à ce niveau-là, au niveau de la littérature. On va les inciter à lire, etc. Comment on relie notre histoire fictive aux jeux vidéo? Le jeu vidéo, un jeu de cartes où l'objectif, c'est de collectionner des cartes comme on le faisait avant, avec Pokémon, avec Yu-Gi-Oh, etc. Je collectionne mes cartes où chacune représente un personnage qui existe dans le livre, et les différents décors, les différentes scènes, etc. Je monte un deck, donc c'est 20 cartes rassemblées ensemble qui permettent ensuite de jouer à une partie contre des adversaires. J'affronte mon adversaire, le plus fort l'emporte, je gagne des points, je récolte de nouveaux points qui me permettent d'avoir des cartes, etc. Donc de la collection, du combat, et l'objectif c'est de toucher un peu tout le monde. Celui qui est dans ce qu'on appelle le Web 2, donc le modèle de jeu classique free-to-play, digital, où on va mettre le moins d'argent possible parce que voilà, c'est pas dans notre intérêt, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, les modèles free-to-play nous permettent de jouer sans forcément dépenser de l'argent. Donc cette personne-là, elle est totalement touchée. Une personne qui est plus là pour l'aspect collection, on va la toucher également, qui est plus aguerrie de tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, etc. Parce qu'en fait, on fonctionne sur ce modèle digital free-to-play. On donne la possibilité, dès que vous possédez une carte digitalement, de la faire passer dans la blockchain, donc de la posséder réellement, d'avoir un NFT, donc un certificat de possession, et d'ensuite acheter, revendre, louer votre carte sur une marketplace. Et enfin, ce qu'on fait également, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette question d'utilisation, et on va de plus en plus tendre vers quelque chose de trop virtuel et de se couper un peu du monde réel. Une personne qui arrive à collectionner 145 cartes sur une année, on lui donne ces cartes en physique et ensuite elle a la possibilité, on a un modèle physique, on revend avec Cartamundi, qui est le producteur de cartes de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, etc. Et on lui permet de les avoir physiquement, de participer à des tournois, des événements, des compétitions et de rencontrer des personnes qui partagent un peu la même passion que lui. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on essaye de toucher à Cross the Ages. On est plutôt bien entouré. On a Amazon qui croit en nous, on a Ubisoft qui croit en nous, Square Enix, Sandbox qu'on présentait du coup plus tôt. Donc c'est à la fois mêler des personnes qui sont vraiment sur ce qu'on appelle le Web 2, tout ce qui est plus traditionnel et dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui, et dans le Web 3, ce nouveau monde, métaverse, crypto-monnaie, blockchain, NFT, etc. Et vous avez lancé votre première collection. Est-ce qu'on peut parler de prix? Parce que les prix sont déjà affolants. Il y a des cartes qui se revendent déjà très chères. Ouais. L'objectif, c'est vraiment en fait, de pouvoir redonner un peu le pouvoir d'achat aux joueurs et en tout cas d'avoir un système financier. Moi, je suis grande joueuse, je suis très passionnée. Malheureusement, je dépense un peu dans le vide, c'est-à-dire que je dépense dans des skins, des cosmétiques qui vont me permettre d'avoir un personnage plus joli, qui a été... Bon, on soutient des illustrateurs, on soutient des artistes, mais moi, je possède pas, en tout cas, j'ai aucun revenu derrière. À Cross the Ages, on a lancé 3 collections, du coup une collection principale avec 3 produits de paquets de cartes qui permettent d'entrer en avant-première dans la première version du jeu de Cross the Ages, jeu de cartes, avec un paquet à 150 €, un à 250 € et un à 500 €, et des paquets gratuits qu'on distribuait à la communauté au travers de différents challenges, événements sur nos réseaux sociaux, etc. Et en fait, on a eu une histoire un peu drôle, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. On a eu ce qu'on appelle les Legacy Packs, donc c'est les tout premiers packs qu'on a vendus, et où il y a eu en fait un petit souci technique, et donc la plupart des personnes se sont dit bon je vais le reprendre, ils vont me servir à rien, donc ils l'ont revendu à 30 $, 20 $, etc. On a une personne de la société qui pourra témoigner, qui a racheté ces packs à 30 $, et en fait Samy ne voulait pas rester sur un échec, Samy et toutes les personnes qui travaillent derrière bien sûr, le game developer, etc. Il ne voulait pas rester sur un échec et de se dire bon il y a un paquet de cartes qui est buggé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on l'a développé, on lui a donné une utilisation dans le jeu qui est différente d'avoir simplement des cartes. Et une des personnes, cette personne qui l'a acheté à 30 €, l'a revendu la semaine dernière à 1 700 €. Donc elle se fait une valeur 2 fois 120, si je ne dis pas de bêtises, après je suis un peu nulle en maths. Mais voilà, donc c'est cette idée de se dire, sur l'aspect, on est beaucoup sur de la spéculation, il fallait parier, il fallait croire en Samy quand il vous disait non, vous en débarrassez pas, je vous promets, je vais en faire quelque chose. Et c'est toute cette idée d'être à l'écoute de sa communauté et de mettre l'humain au centre de tout et de ne pas rester sur du virtuel, cette œuvre d'art va avoir telle valeur, etc. etc. Donc, voilà une vraie réalité effectivement là, du business model de Cross the Ages. On va peut-être élargir maintenant le sujet à d'autres secteurs avec vous justement pour Unity, puisque vous êtes un moteur et ce moteur-là il travaille dans tous les secteurs, celui de l'industrie, celui de l'automobile. On parlait de cas d'usage avec vous. Quels sont vos cas d'usage à vous? On en a beaucoup.
peut-être qu'on peut parler d'automobile avec Volvo, comme d'autres. C'est à vous de nous le dire, Mathieu. Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on est un moteur. Comme on est un moteur multiplateforme, exactement, qui est là depuis presque 20 ans maintenant, et puis qui s'est un peu imposé dans tous les domaines. Et comme on est aussi un des seuls moteurs mobiles, du coup, on a une part de marché énorme dans la création de contenu. Il y a à peu près 60-70% des jeux mobiles qui sont faits avec Unity, plus de 70% des applications VR, quasiment 60% ou 70% même sur Steam, PC, on a encore une grosse part de marché. Donc nous, c'est vrai que le jeu vidéo reste la part de marché la plus importante, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle du métaverse, assez rapidement, on retombe dans le jeu vidéo, parce qu'il a été là, donc c'est une industrie plus mature à connecter des gens, à créer des mondes virtuels, à créer des économies virtuelles. C'est un marché énorme aussi, 180 milliards pour le jeu vidéo, c'est plus que le cinéma et la musique entière. Donc c'est pour ça que pour nous, ça reste important. Aussi pour nous, c'est ce qui drive la technologie. Donc c'est ce qui va nous pousser à avoir les meilleures performances, les meilleurs graphiques sur toutes les plateformes. Mais c'est vrai que en fait, en se concentrant là-dessus, on a beaucoup de gens qui nous ont utilisés parce qu'il y a toutes les briques pour créer ce qu'on veut. Un peu. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que les créateurs qui construisent du jeu vidéo, du training, on a des simulateurs par exemple, il y a Virtamed, une société en Suisse qui font des simulateurs d'endoscopie, parce que c'est vraiment des choses où ça se prête complètement au virtuel, parce que de toute façon on voit à travers une caméra, donc une fois qu'on manipule la vraie caméra et que la caméra elle filme pas vraiment l'intérieur d'un corps mais qu'elle simule juste l'entièreté, on peut vraiment entraîner complètement un chirurgien à faire ça. Il y a des pilules maintenant aussi en endoscopie. Donc dans la médecine, c'est pas mal utilisé. Aussi dans les soins palliatifs, je trouve ça assez impressionnant parce que... C'est vos clients directs, ce cas d'usage-là, c'est des... Oui, le Virtamed, ils l'utilisent directement. Il y a des sociétés qui font tout un tas d'expériences pour quand les gens se font, par exemple, même pour une piqûre, tout simplement pour un enfant, on lui met un casque de réalité virtuelle. Et au moment, il y a un petit personnage qui lui parle et qui lui dit « Tiens, je vais te mettre une armure de chevalier ». Et puis au moment où on met l'armure en fer qui est un peu froide, on pique et l'enfant, il lève le casque, il fait « Ah, c'était génial, je vais recommencer ». Alors que normalement, une piqûre, c'est un peu pénible. Il y a des gens qui reçoivent des soins très douloureux et qui arrivent à s'endormir pendant les expériences. Dans l'automobile, effectivement, il y a Volvo qui eux, essaient de mettre... Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'intégrer le temps réel un peu à tous les niveaux, que ça soit pour créer l'usine virtuelle. Ils ont leur modèle de voiture, par exemple, est open source, donc on l'a dans Unity. Quand on l'installe, on peut accéder directement au modèle de la voiture. Et on a le modèle vraiment de fabrication et puis le modèle de 3D temps réel qu'on peut conduire directement. Il y a dans l'architecture aussi. Quel est l'intérêt de tout ça, par exemple, pour ce cas d'usage-là Alors, il y a les configurateurs pour acheter, par exemple. Il peut y avoir aussi le design intérieur. Par exemple, quand on design l'intérieur d'une voiture, il faut savoir si tout est bien accessible. Il y a tout un tas de discussions sur les matériaux aussi, en sachant est-ce que je veux ce type de matériau ou un autre, parce qu'il y en a un qui coûte peut-être plus cher que l'autre. Et puis, il y a beaucoup de discussions entre designers. Ils se mettent ensemble de manière collaborative dans la voiture et elle est modélisée de manière vraiment physiquement correcte, c'est-à-dire que les matériaux sont vraiment mesurés physiquement pour avoir la même représentation. Donc ça permet de prendre énormément de décisions pratiques et puis même esthétiques. Et dans l'architecture aussi, le BIM, donc Business Information Modeling, c'est-à-dire le fait que quand en fait on fabrique un bâtiment et qu'ensuite on le fait tourner, qu'on va peut-être faire des trous, qu'on va faire passer des câbles à un autre endroit. Idéalement, on veut avoir cette maquette numérique-là disponible pour tout le monde, à la fois pour les habitants, pour les gens qui vont venir y travailler, pour les gens qui vont le maintenir, pour les gens peut-être qui vont le détruire et le recycler. On va pouvoir faire des calculs dessus, on va pouvoir discuter ensemble, à distance, se connecter, travailler sur la machine virtuelle. On est un petit peu plus maître de sa décision finalement, d'après ce que je retiens de ce que vous dites, c'est ça, grâce au métaverse et grâce à ces cas d'usage-là, on est maître de sa décision car on est capable d'avoir finalement un résultat concret. Exactement, il y a le côté collaboratif, déjà on peut parler autour d'un objet
sans avoir les contraintes physiques. Ça veut dire que si on parle de la structure d'un bâtiment, on ne peut pas vraiment se promener en drone autour, enfin ça coûte un peu cher. S'il y a un expert des structures, eh ben, il va pouvoir se connecter de là où il est et ils vont pouvoir discuter ensemble et valider ensemble les projets. Ils vont pouvoir annoter aussi les choses de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'ils vont dire ben ça, il faut comme on a des post-it dans la réalité, on va pouvoir le mettre sur la maquette numérique. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le but, c'est d'être vraiment pratique. Et en fait, quand on regarde le métaverse avec un grand M, on a l'impression que c'est un peu tout et n'importe quoi. Du coup, on pourrait imaginer. Du coup, souvent, mentalement, on n'en retient que ce qui fait peur, et du coup, on retient que le côté négatif. Et en fait, finalement, quand on regarde de manière individuelle, quand il y a des vrais projets, il y en a des milliers, quoi. Parce que du coup, avec les moteurs comme nous, les gens vont juste développer l'application qui sert à quelque chose. Et en fait, le métaverse, c'est l'accumulation de toutes ces petites idées qui résolvent des problèmes, et puis qu'à un moment, on se dit, tiens, celle-là, elle se connecte bien avec celle-là, et elles s'empilent. Voilà. Et des gains et des externalités naturellement positives, on le voit au travers de tout cela. On va parler peut-être, si vous le voulez bien, tous les trois de la formation. On aura le plaisir de retrouver Thierry Breton, commissaire européen, qui partagera sa vision du métaverse européen. Pour un métaverse européen, et donc pour devenir champion du monde sur le sujet, il va falloir naturellement se structurer, se former, développer des compétences. D'après le site pôle emploi.fr, 85% des emplois en 2030 n'existent pas, en tout cas aujourd'hui. C'est dire si effectivement il y a tout à faire dans un écosystème comme celui du métaverse. Vous êtes bien tous les trois effectivement là pour le coup dans le sujet. En tant qu'entreprise, y a-t-il une pénurie de main-d'œuvre justement dans les développeurs, les techniciens que vous recrutez? Est-ce que la filière de la formation justement se porte-t-il bien là-dessus? Comment est-ce que vous agissez sur le recrutement, Dounia? Alors pour le coup, nous, ça va plutôt être au niveau. Alors il y a surtout une fracture au niveau de cette définition du métaverse. Métaverse, NFT, blockchain, c'est des mots qui vont faire peur aux candidats, où souvent ils vont dire je me suis un peu plus renseigné sur les NFT, sur la crypto, et malheureusement je vais devoir décliner ma candidature. C'est plus à ce niveau-là. Au niveau de la formation, pour le coup, on ne se rend pas compte en fait du nombre de métiers dont on a besoin dans le cas des jeux vidéo pour de la création d'univers, etc. Au niveau des formations, pour le coup, on est totalement dedans. On a des écoles qui sont spécialisées, je vais prendre l'exemple de tous nos artistes 3D, des écoles qui sont spécialisées dans la création 3D, avec chaque étape, l'animation, le squelette, la texture, le modeling, etc. Donc pour le coup, ça, c'est pas forcément des choses où on va être en manque. C'est plus sur cet aspect, il faut communiquer, il faut être dans l'explication et dans la clarification de qu'est-ce qu'un projet métaverse, vers où est-ce qu'on veut aller, et leur donner ce côté, est-ce que vraiment c'est un oasis ou c'est une illusion, de leur dire non, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez placer votre confiance. Vous pouvez également, parce que c'est toute une construction de vie qui est derrière, de vous dire vous pouvez rejoindre cette entreprise et vous pouvez travailler et participer à toute cette élaboration. On a tous les métiers artistiques dont je vous parlais, tous les métiers de conception et de développement, game designer dans le cas d'un jeu vidéo, mais ça peut être d'autres types, tous les métiers qui vont être autour, la communication, l'administration, etc. Sur ça, c'est pas forcément quelque chose où on a des manques. On a ce manque, cette fracture informatique. Il faut amener les gens de plus en plus. Aujourd'hui, je trouve que dans les collèges, les lycées, vraiment au plus jeune âge, on est en retard en termes de formation, utilisation d'un ordinateur, d'un casque de réalité virtuelle. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui visualisent même pas à quoi ça peut ressembler. Mais ce qui est paradoxal, au vu de l'époque que l'on vit, est-ce que c'est par manque de moyens? J'imagine. Là aussi, on a peut-être la réponse. Je ne saurais pas vous dire à ce niveau-là, mais je pense que c'est surtout dans la communication, dans la prévention. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a le métaverse qui existe. On peut le faire dans une école de 3D, on peut le faire dans une école de commerce ou de marketing, mais il faut en parler. Il faut de plus en plus que les institutions aillent vers ce chemin-là, sans tomber dans le cliché un peu spécification école de 3D spécialisée dans le métavers. C'est un peu dommage d'utiliser ces termes-là, mais d'avoir un cursus, ou en tout cas une spécialisation, ou ne serait-ce qu'un cours d'introduction pour en parler et pour démystifier tout ça. Il y a aussi derrière les entreprises où on a besoin, parce qu'aujourd'hui on est sur un modèle alternance, stage, etc. Donc vraiment des entreprises qui soient capables d'accueillir les jeunes et de leur expliquer également. Nous, dans notre cas, on recrute chaque été, on recrute 4 à 5 stagiaires. On a actuellement sur l'année 4 alternants.
On prend également beaucoup de stagiaires de 3e dès qu'on en a la possibilité et l'encadrement. Donc c'est vraiment d'accompagner, avoir cette responsabilité d'accompagner aussi les jeunes en tant qu'entreprise à je vais vous former, je vais vous accompagner, je vais vous expliquer et je vais vous montrer qu'en fait c'est pas totalement ce qu'on peut voir comme disait Mathieu tout à l'heure, ce côté un peu que négatif sur le métaverse et toutes ces technologies-là. Vous êtes capable de vulgariser, on l'a compris, la pénurie s'explique aussi par la méconnaissance et rendre le sujet un peu plus peut-être accessible. Mathieu, vous aussi sur le sujet par rapport à la problématique des recrutements, vous subissez la pénurie, comment ça se passe, quel est votre point de vue là-dessus ? Alors il y a deux types, il y a pour nous qui créons la technologie où effectivement il y a une vraie guerre parce que pour avoir les talents, en particulier les seniors, qui participent aux créations. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que avant, les gens faisaient entièrement toute la stack technologique avec des plus grosses équipes. Et puis aujourd'hui, on est dans un modèle où c'est des plus petites équipes, justement, comme on voit, où il y a peut-être une personne senior qui va encadrer tout un tas de juniors qui arrivent. Et en général, tous les projets dont je parlais tout à l'heure, c'est fait par des équipes de 3-4 personnes pour des projets qui sont extrêmement ambitieux en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que derrière le métaverse, ça veut dire supporter des plateformes hyper vastes. Dès qu'on fait un truc sur mobile, il y a juste un nombre hallucinant de téléphones mobiles avec des chipsets différents. Il faut faire des tests, il faut que ça crache pas pendant des heures, etc. Donc nous, en tant que technologie, on essaie d'aider à un peu justement enlever toutes ces problématiques-là. Est-ce que c'est la complexité de la technologie aussi qui fait peur ? Est-ce qu'elle fait peur ? Non, je pense qu'elle ne fait pas peur. Je pense qu'elle demande juste elle demande un investissement fort personnellement parce que ça va très vite aussi. Donc c'est des technologies qui changent en permanence. Et même les artistes, par exemple, là, par exemple, on voit avec l'intelligence artificielle, chaque mois ou chaque 2 mois, il y a une nouvelle façon de faire du contenu. Il y a des nouveaux outils pour le faire. Mais l'intérêt à l'envers, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ressources en ligne. Ça veut dire que on a quand même justement tout le web avant nous qui a permis aux gens de se former. Et en fait, c'est un tel investissement que de toute façon, une formation ne va pas vous former à faire tout. C'est-à-dire la formation, éventuellement, va vous lancer mettre le pied à l'étrier, mais ça sera un apprentissage permanent. Et ça, c'est ce qui rend le métier intéressant. Moi, je dirais, c'est ce qui devrait un peu attirer les gens. C'est que moi, mon boulot, ça passe à une vitesse folle. C'est hyper intéressant. C'est plutôt difficile de ne pas trop travailler, en fait, parce que c'est hyper intéressant. Tout avance hyper vite. Et en fait, aujourd'hui, on est à 1988-90 de la bulle Internet, là, où on se dit... en fait, il y a tout à faire, il y a tout à construire, et il y a plein de choses à apprendre. Du coup, c'est un peu excitant. Donc, je trouve que c'est bien ça devrait motiver les gens. Mais effectivement, ça demande beaucoup de travail. Voilà. Morgane, pour devenir champion européen, Orange mise sur une alliance justement avec d'autres opérateurs, avec Deutsche Telekom, avec Telefonica entre autres, et Vodafone. Et vous êtes allié justement aussi avec un spécialiste holographique, Matsuko, pour développer des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On en est où par rapport à cette alliance européenne d'opérateurs ? Alors, plus précisément, en fait, il y a un organisme qui s'est lancé cette année qui s'appelle le Metaverse Standard Forum, qui tend à apporter un peu plus de visibilité sur les questions d'interopérabilité notamment, et des questions technologiques. Donc il y a quelques entreprises européennes qui ont rejoint le Metaverse Standard Forum, et on incite d'autres entreprises, notamment françaises, à rejoindre, puisque on pense que dans cette organisation, il va se dire beaucoup de choses, et ils sont en train de construire aussi ces évolutions, ces mondes virtuels, alors on peut les appeler Metaverse, ce que vous voulez, mais et faire en sorte que ces mondes virtuels soient fluides, liquides et simples, et surtout interopérables. Et donc, notamment, nous on a rejoint cette organisation avec d'autres opérateurs télécoms. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et en effet, avec d'autres opérateurs télécoms, on essaie de construire aussi d'autres cas d'usage. Donc on parlait du secteur entreprise. Et en tant qu'opérateur qui connecte les gens pour amener de la communication, à un moment donné, la question de l'usage de l'holographie et de la communication immersive. Donc on s'est retrouvé autour d'une start-up qui s'appelle Matsuko, et qui permet justement de
proposer une communication immersive, fluide, à terme holographique. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont exploités. Et puis nous, en tant qu'opérateur de réseau, on regarde aussi la valeur du réseau dans ces conditions-là pour faire en sorte que, une fois encore, tout ça soit simple et que le réseau puisse délivrer et streamer une bonne expérience avec la plus faible latence possible, puisque la question de la latence est un élément central dans les expériences immersives. Et donc voilà, donc on explore tous ces terrains-là aussi pour le secteur des communications. On parlait de double numérique, là non pas par un avatar, mais par son vrai visage, son véritable visage, c'est ça? Tout à fait, quand on parle de jumeaux numériques, c'est le jumeau numérique de Notre-Dame de Paris, de mon usine, de mon bureau, mais aussi de nos personnes. Et donc avec des questions du coup qui s'ouvrent et des problèmes qu'on ouvre, notamment sur la question des avatars et donc du coup de l'identité. On sait très bien que demain, on aura un avatar dans un jeu et que l'avatar dans le secteur professionnel sera différent. Mais néanmoins, l'identité derrière doit être la même et elle doit être organisée, structurée, gouvernée. Donc il y a plein de questions de gouvernance et de règles pour s'assurer que ces futurs mondes soient sécurisés, soient inclusifs. Et donc voilà, donc c'est un tas de questions autour de l'identité notamment qui sont regardées à travers ce standard, cette organisation. Le métaverse, c'est le sujet de la rentrée 2022. La presse s'est littéralement déchaînée, on peut le dire, sur le sujet métaverse. On entend parler de tout et son contraire. Coindesk, qui a affirmé le 11 octobre dernier que l'on comptait seulement 38 utilisateurs actifs quotidiens dans le métaverse de Decentraland, 522 dans celui de Sandbox, bref, des chiffres qui ont été bien sûr démentis. Pour contrebalancer aussi ces informations, il est toujours important quand même de donner aussi d'autres chiffres. 12 millions de spectateurs ont assisté en 2020 au concert du rappeur Travis Scott, en 2020 sur Fortnite, donc ça montre aussi de notre côté le potentiel qu'il peut y avoir autour de tout ça. Pour faire le lien avec le sujet, je vous pose la question à tous les trois, le métaverse est-il une coquille vide ? Mathieu. Ah bah non, parce que c'est... Enfin déjà, comme on disait, ça existe, c'est déjà un marché florissant depuis quelques temps. C'est tout un tas d'entreprises qui sont nées de ça. Par exemple, moi quand j'ai commencé ma carrière en 2001, si je voulais travailler dans le temps réel, j'avais à peu près le choix de 2 entreprises en France, peut-être une dizaine en Angleterre, 2 en Allemagne. Aujourd'hui, on en a dans quasiment chaque ville de France, il y a une entreprise qui fait ça. Donc, il y a une vraie vie derrière, numéro 1. Il y a un vrai business model existant. Parce que Fortnite, c'est 5 millions de joueurs par jour. Genshin Impact, c'est 60 millions, entre 60 et 70 millions de joueurs derrière. Et puis il y a ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que c'est une convergence en fait. Ça veut dire que c'est une évolution qui arrive aussi de manière aussi inexorable que l'Internet est arrivé, que le téléphone mobile est arrivé, que le streaming est arrivé, a fait disparaître le physique pour la musique. En fait, c'est pas des choses où on a vraiment un avis dessus. En fait, c'est des évolutions qui juste arrivent en fait au fur et à mesure. Et donc non, c'est pas une coquille vide. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est à quelle échéance. C'est pas aller trop vite, pas aller trop doucement. C'est ce qu'on voit justement dans l'économie. Ça veut dire que quand il y a quelque chose d'excitant, on n'a pas envie d'y aller à moitié, donc on va y aller à fond. Et puis peut-être qu'on y va trop vite, on est trop tôt. C'est pour ça qu'il y a toutes ces hauts et ces bas. Mais clairement, il y a une évolution et vraiment on le monitore en permanence. En fait, à chaque fois, à chaque étape, on passe des seuils qui montrent qu'on y est. Là, par exemple, il y a autant de casques Oculus vendus que de consoles dernière génération. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme à part entière. Ils ont atteint 1,5 milliard de revenus en contenu VR. Ça veut dire que c'est une vraie industrie de contenu. Et en fait, c'est des étapes comme ça, technologiquement. C'est des étapes où rarement on a un retour en arrière, sauf s'il y a un retour en arrière sociétal énorme. Mais en fait, voilà, ça progresse et ça ne s'arrêtera pas, ça arrivera. Voilà. Morgane, métaverse, coquille vide, point d'interrogation? Non. L'histoire, elle a déjà commencé il y a presque 10 ans avec le début du marché de masse autour du jeu vidéo. Et aujourd'hui, des jeux comme Fortnite, pour reprendre l'exemple,
lorsqu'on y insère un concert. Donc c'est une forme d'hybridation entre le virtuel et le réel. Donc on rentre déjà dans une nouvelle étape de ces mondes virtuels. Je me suis amusé à faire quelques calculs sur le concert de Travis Scott. Selon moi, je pense qu'ils ont gagné plus d'argent en 20 minutes versus sur 1 ou 2 mois dans la vraie vie. Donc c'est aussi des nouveaux modèles économiques. Donc l'histoire, elle a déjà commencé en fait. Il n'y a pas un jour où on appuie sur un bouton et on dit ça y est, c'est le métaverse. Non, c'est quelque chose qui est lent, qui doit être suivi. Et ça a été pareil sur le Web 2. Au début, quand Facebook est arrivé, il y a eu aussi des hauts, des bas. Plein de gens disaient, mais non, mais à quoi ça sert? On va perdre l'humain. Mais pourquoi? Et en fait, aujourd'hui, voilà, on s'est adapté à tout ça. Et c'est une réalité. Et demain, voilà, il y a une autre forme d'expérience. Et je pense que le mot est important, avec de l'interactivité, avec de l'humain encore. Et puis on l'a pas dit, mais à la fin de l'histoire, et le jour où on passera peut-être du Web 3 au Web 4, le marché s'accorde à dire que on n'est pas avec des casques VR qui nous coupent du monde. Au contraire, on est sur des lunettes qui augmentent le monde et qui rendent nos vies plus fluides et plus faciles. Et donc, et ça, c'est tous les acteurs le disent. Donc, à la fin, c'est plutôt des lunettes qui augmentent le monde. Et donc, l'humain et le réel restent bien le premier élément qui nous font rentrer dans ce monde parallèle. Dounia, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'impatience collective autour du sujet métaverse? Alors sur ce niveau-là, oui, je pense totalement, parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'a encore aucune visibilité sur cet aspect, surtout sur l'aspect lié à la blockchain, etc. Mais on y est totalement dedans. Quand aujourd'hui, on a des concerts sur Fortnite, on a des événements qui se font entre amis sur des plateformes comme Roblox, où je vais essentiellement parler de jeux vidéo à ce niveau-là, mais quand on a des boutiques en ligne qui se font, vous pouvez directement vous déplacer, des événements artistiques, où vous avez des galeries, des artistes qui font leur propre galerie, où ils exposent leur œuvre et ils vous permettent de l'acheter digitalement. On est déjà dedans, les plus curieux sont déjà dedans et comprennent déjà le modèle. Et maintenant, il faut, alors pas s'impatienter, parce que comme toute chose, il faut prendre le temps de le comprendre, prendre le temps de s'instruire dessus et d'être en mesure derrière de pouvoir prendre du recul et d'analyser chaque situation. Est-ce que ça conviendrait le mieux à ce que je veux aller? Est-ce que ça, c'est plus cette utilisation, cette expérience-là sur laquelle je veux aller? Ou est-ce qu'on est plutôt, c'est surtout sur cet aspect-là où il ne faut pas s'impatienter. Il faut prendre le temps individuellement en tant qu'entreprise, en tant que secteur de formation, peu importe, de se renseigner et de chacun pouvoir derrière, enfin un jour peut-être, définir ce que c'est le métaverse et clarifier tout ça. Ce sujet-là est passionnant, mais malheureusement, le temps imparti à notre échange, ça y est dépassé. C'est l'occasion, bien sûr, de vous remercier. La salle va vous saluer, va vous applaudir. Merci infiniment, Dounia. Merci infiniment, Morgane. Merci à vous également, Mathieu. Pour poursuivre peut-être les échanges, naturellement, vous vous tenez à la disposition de celles et ceux qui veulent naturellement poursuivre nos discussions. Merci à tous les trois. On va naturellement continuer, bien sûr, nos réflexions et les partages, bien sûr, de nos points de vue ici sur cette grande scène du Grand Bain avec notre prochain invité. Il est, je le disais, commissaire européen et il a enregistré une séquence justement pour partager sa vision du métaverse européen. Il s'agit de Thierry Breton. Mesdames et messieurs, je suis ravi de pouvoir participer au Grand Bain 2022 et de m'exprimer ainsi sur le thème du métaverse. Alors permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement français pour la mission exploratoire sur les métaverses. C'est un rapport qui analyse en profondeur les opportunités pour l'industrie, pour les secteurs de la culture et de la création, tout autant que les nombreux pièges à éviter. Car, vous le savez, les mondes virtuels représentent la prochaine frontière transformatrice de notre environnement numérique. Le potentiel économique est très important, 800 milliards d'euros anticipés d'ici à 2030 au niveau mondial, avec un taux de croissance de près de 40%. Les entreprises de construction, les industries automobiles, les secteurs de la culture et de la création, la santé en ligne, toutes ont déjà commencé à intégrer les technologies du métaverse. Prenons l'exemple de CMA CGM qui utilise la réalité augmentée pour aider le capitaine et l'équipage à avoir une navigation plus sûre, mais aussi plus économe en énergie. La mode et le divertissement aussi se lancent sur ces thèmes, comme le Festival de Cannes en version immersive ou le défilé virtuel de Balenciaga. La santé en ligne est évidemment un secteur très porteur. J'ai été fasciné d'apprendre que l'hôpital universitaire de Nantes fournit des services d'urgence via l'utilisation de lunettes intelligentes. Mais pour déployer ces applications à grande échelle,
Nous devons, nous, Européens, maîtriser évidemment et développer les technologies de pointe telles que la photonique, les semi-conducteurs et évidemment les nouveaux matériaux. Les semi-conducteurs sont, comme vous le savez, une de mes principales priorités. Je veux m'assurer que nous ayons les moyens légaux et financiers pour accélérer le développement et la production de semi-conducteurs parmi les plus avancés en Europe. Nous investissons également dans la création des jumeaux numériques comme destination Terre qui serviront à créer du contenu et des applications de grande qualité dans le métaverse. Alors, par ailleurs, via nos programmes de financement Horizon et Digital Europe, nous soutenons le métaverse pour environ 700 millions d'euros. Mais ce soutien ne doit pas être limité aux grands groupes. Et c'est pour cela que j'invite toutes les PME et startups présentes ici à rejoindre la coalition industrielle Réalité virtuelle, Réalité augmentée, que j'ai lancée, comme vous le savez, à mi-septembre. Par ailleurs, avec la législation sur les services numériques et le marché numérique, les fameux DSA et DMA, nous disposons désormais d'outils réglementaires bien préparés, solides et à l'épreuve du temps pour l'ensemble de notre espace informationnel ou notre espace numérique. Je suis donc confiant car nous avons, je crois, de très bonnes bases pour favoriser un usage plus répandu du métaverse. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, ce n'est pas le Far West. En tout cas, ce n'est plus le Far West. Il y a aussi d'autres défis, évidemment, à relever pour assurer la réussite de ces mondes virtuels. Et d'abord, les infrastructures de connectivité, qui vont être soumises à une très grande pression due à l'augmentation exponentielle du volume de données qui sera créé et échangé par les mondes virtuels. Or, nous assistons à une stagnation des retours sur investissement et en parallèle à une augmentation des coûts de déploiement des infrastructures de connectivité. Évidemment, ceci n'est pas durable. Nous avons besoin d'ouvrir le débat avec toutes les parties prenantes et dans cet esprit, nous lancerons cet exercice dans les prochains mois. Mesdames et messieurs, quelques mots pour conclure, si vous le permettez. D'abord, je voudrais dire que nous devons être proactifs sur le métaverse. Pour cela, nous présentons donc en 2023 une initiative sur les mondes virtuels, dont évidemment le métaverse. C'est l'opportunité de lancer en fait un vaste processus d'échange, une véritable agora, si on peut dire, pour discuter avec toutes les parties prenantes des aspects légaux, mais aussi éthiques du métaverse. Et alors, dans cette perspective, je vous invite évidemment toutes et tous à y prendre part, afin que le métaverse réponde à nos besoins et qu'il soit conforme à notre éthique européenne, à nos règles, mais aussi à nos valeurs fondamentales. Je vous souhaite une très bonne réunion et je vous remercie.